J'avais eu la chance ou la malchance d'être à Sciences Po, à un moment où cette institution était dirigée par un homme qui s'appelait Richard Descoings, qui est subitement mort en avril 2012, au moment où il y avait les élections, et qui avait fait de Sciences Po un des principaux lieux de réseau et de pouvoir du Petit Paris. Il recrutait des professeurs dans l'institution en échange de leur faveur, de soutien au sein de l'appareil d'État, et il avait développé la maison de façon à coloniser un peu les beaux quartiers de Paris, les 6e et 7e arrondissements, et la transformer en une alternative à d'autres espaces de pouvoir comme l'ENA, etc. Et donc il s'était un peu entiché de moi, il pensait que j'étais un bon élève, parce que j'avais fait Normal Sup, que j'organisais plein d'activités et autres. Et il avait essayé de me faire travailler avec Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il avait mal compris qui j'étais, au moment où il essayait de devenir ministre de l'Éducation de Nicolas Sarkozy, de l'Éducation nationale. Et je m'étais fâché avec lui, et quelques mois avant sa mort, il avait commencé à se faire attaquer très violemment par Mediapart et d'autres organes de presse, dans un cadre de règlement de compte comme on en connaît régulièrement dans le Petit Paris. Et c'est quelqu'un qui m'avait appris à ne pas donner de valeur à mon parcours universitaire, ne pas donner de valeur au fait d'avoir réussi les concours à Sciences Po, à Normal, etc. Et qui m'avait appris à contextualiser tout ça au regard des origines sociales de chacun et de comprendre que c'était plutôt un privilège que j'avais eu que d'avoir à un moment la possibilité d'étudier, d'avoir ces formations-là, plutôt que la reconnaissance d'un quelconque mérite. Donc je considérais que je lui devais quand même quelque chose, et je m'étais rapproché de lui à ce moment où il était en difficulté, et il préparait beaucoup de réformes, il voulait essayer de s'en sortir, de se sauver, et pour ça de changer l'institution. Je ne sais pas s'il s'est suicidé ou s'il est vraiment mort accidentellement, comme on l'a dit. Il m'a écrit la veille de sa mort qu'il avait rêvé de moi, ce qui ne s'était jamais permis de faire, évidemment, jusqu'alors. Et il meurt le lendemain à New York. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode, parce qu'il avait été largement médiatisé. Barack Obama lui avait rendu hommage. Il y avait quand même quelque chose d'assez sordide, visiblement lié à ce qu'à l'époque on n'appelait pas encore du chemsex, mais en tout cas des activités que la morale pourrait réprouver. Et immédiatement après sa mort, son entourage, et en l'occurrence sa femme, me sollicite pour, à l'époque je ne comprends pas trop, mais pour rendre hommage à Richard Descoings, donc lors de la messe qui allait être organisée à Saint-Sulpice, devant tous les ministres de la République, le président devait venir, tous les étudiants, etc. Et dès que le corps est rapatrié, quelques jours plus tard, elle me dit de venir à Saint-Ouen, un endroit que je ne connaissais pas, et je me retrouve, sans comprendre pourquoi ou comment, donc j'avais 22 ans à l'époque, face à un cadavre. Et je ne comprends pas pourquoi elle me montre le cadavre de son mari, pourquoi elle me dit de venir au funérarium, enfin j'étais encore étudiant de l'institution, et je vois à côté un rouquin qui est en train de pleurer, complètement dévasté, qui s'appelait Laurent Bigorne. Vous savez, c'est celui qui a dirigé l'Institut Montaigne, c'est une sorte d'institution qui permet au CAC 40 de faire du lobbying et d'influencer les politiciens, et qui a été le créateur d'En Marche avec sa femme. En Marche, le parti d'Emmanuel Macron a été créé dans son appartement, et qui a été, il a échappé belle, mais il a été quand même condamné parce qu'il avait essayé de droguer sa belle-sœur et collaboratrice pour coucher avec elle. Et il était découvert qu'il consommait 1 gramme de cocaïne par jour, enfin 1 à 4 grammes de cocaïne par jour, bon, des histoires complètement délirantes, tout en occupant une position très importante au sein de Sciences Po. Et en réalité, j'ai mis des années à comprendre ce qui s'était joué pendant cette période, mais ce qu'ils étaient en train de faire, c'était de reconstituer les réseaux de pouvoir que Descoings avait créés et s'assurer qu'ils ne se dissiperaient pas avec sa mort. C'est-à-dire qu'ils étaient comme un peu comme quand un proche à nous meurt et qu'il faut gérer l'héritage, aller chez le notaire, etc., quand on en a. Eux, ils ont fait la même chose, mais à l'échelle des réseaux, des personnes qui avaient de l'influence, du pouvoir, et ils essayaient de reconstituer tout ça, de s'assurer de la fidélité de chacun, que personne ne se dissocie de la figure du défunt, donc ne commence à porter des propos critiques, à révéler des choses qui pourraient être embarrassantes. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé à clé le bureau à Sciences Po, et ils ont tout vidé. Vous voyez, donc pour essayer, et après capter tout ça, et quand vous constituez des réseaux de pouvoir, il vous faut une tête de pont. Et donc ils ont commencé à chercher leur tête de pont.
Alors évidemment, ça n'allait pas être moi à 22 ans. Moi, ils ont commencé à me proposer à travailler à Bercy, à l'APE. Tout d'un coup, on commence à vous donner plein d'options différentes et vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive. Et en fait, la tête de pont est très rapidement devenue Emmanuel Macron, qui était encore inconnu à cette époque-là, mais qui avait déjà donné des cours à Sciences Po, justement via Descoings à Bigorgne, qui était un jeune inspecteur des finances qui travaillait alors avec Jean-Pierre Jouyet, dont vous ne vous souvenez pas, j'espère, pour vous et pour votre santé mentale, mais qui était un des cadres socialistes, le plus proche ami de François Hollande. Ils avaient fait l'ENA ensemble, et ils avaient interverti leur poste parce que Hollande voulait faire de la politique, donc il ne voulait pas beaucoup travailler, donc il lui avait laissé son poste à l'inspection des finances, et il était parti à la Cour des comptes. Ils avaient inversé comme ça, mais déjà à 22 ans, dans l'idée de construire une carrière politique qui les amènerait à la tête du pouvoir. J'ai rencontré un ami de François Hollande de l'époque qui me raconte les dîners dans lesquels, à 22-23 ans, il se répartissait les postes de ministres qui se donneraient quand l'un ou l'autre deviendrait président. Et donc Jean-Pierre Jouyet, qui était le meilleur ami de François Hollande, est passé à la postérité parce qu'il a trahi la gauche à laquelle il était censé appartenir pour devenir ministre de Nicolas Sarkozy. Et pas n'importe quel ministre, le ministre qui a fait passer le traité simplifié sur l'Union européenne, qui a permis de renverser le vote de 2005 sur la constitution de l'Union européenne et de faire adopter ce texte qu'on avait rejeté à la majorité du peuple français. Il est devenu secrétaire d'État aux affaires européennes, il a négocié ce nouveau texte, ils l'ont fait adopter par le Parlement dans une constitution un peu bancale, et donc ils ont ouvert la porte à ce « en même temps », en réalité, qui faisait qu'on découvrait à travers eux que ce qui comptait n'était pas les idées, mais le fait de se perpétuer, de se maintenir au pouvoir, quoi qu'il en coûte. Et s'il fallait passer de la gauche à la droite, et d'ailleurs Descoings c'était pareil, Descoings avait été historiquement quelqu'un du Parti Socialiste, et il s'était montré prêt à tout renier pour devenir ministre de l'Éducation nationale de Sarkozy pendant 2 ans. Et en réalité, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait, c'est seulement traduire une réalité au sein de ce pouvoir. Il l'a traduite et il l'a mise en mots, et il l'a vendue au peuple français comme un dépassement de clivage qui était artificiel, mais qui en réalité ne consistait qu'à fusionner ces élites-là, les faire travailler ensemble pour servir leurs propres intérêts. Et donc Emmanuel Macron va s'appuyer sur tout l'héritage de Richard Descoings, sur toute cette institution puissante qui avait beaucoup de salariés, donc qui permettait de créer des fidélités diverses. Des gens, par exemple, comme Ludovic Schacker, qui était un chargé de mission de Descoings, un ancien de la DGSE aussi, et qui est celui qui va faire disparaître le coffre de Benalla, au moment de l'affaire Benalla. Bigorgne, je vous en ai parlé. La femme de Jean-Pierre Jouyet, c'est Brigitte Tétinger, donc l'héritière des Champagne Tétinger, qui va ouvrir les portes du CAC 40 et des milieux d'affaires à Emmanuel Macron, pendant que Jean-Pierre Jouyet, lui fait présenter les différents politiciens qui vont faire sa carrière. Attali, évidemment, que vous connaissez. Et je finis en 2018, fin 2018, j'aurais aimé que ce texte ne soit pas prophétique avec Crépuscule, où j'introduis le successeur d'Emmanuel Macron, que personne ne connaît alors, en disant voilà ce qui s'est passé, les oligarques, Xavier Niel, tout ça, ce qu'ils ont fait, voilà ce qui va se passer. Et je dédie le tiers du livre à un garnement un peu insupportable que vous avez appris à connaître entre-temps, qui s'appelle Gabriel Attal. L'autre personnage dont je parlais déjà un peu, mais dont lui était déjà Premier ministre, c'était Édouard Philippe. Édouard Philippe qui, ce n'est pas un hasard, était complètement inséré dans les réseaux Descoings aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va devenir Premier ministre, alors que personne ne le connaissait à l'époque. Et c'est pour ça aussi que je le connais, malheureusement. Édouard Philippe a fait une stèle pour Richard Descoings au Havre, dont il est maire, parce qu'il a obtenu de faire construire une antenne de Sciences Po au Havre. Et en échange, il avait notamment obtenu de faire recruter sa femme à Sciences Po, un poste pour lequel elle n'avait pas de mérite particulier. Et il a été, de la même façon que Emmanuel Macron et quelques autres, intégré à ces réseaux-là, ce qui fait qu'au moment où il doit choisir un Premier ministre, Emmanuel Macron, alors qu'il n'a pas d'expérience politique particulière, qu'il vient de créer un parti où personne n'est encore là, que tout le monde, finalement, dans l'espace institutionnel le rejette, il finit par se rabattre sur cet individu qu'il a rencontré par ces voies-là, et qui surtout est présenté comme une garantie de fidélité et d'accord en termes idéologiques avec lui par toutes ces personnes dont je viens de vous parler.